السلام عليكم يا جماعة. Azul Flaoul. Il y a quelques années, j'étais ici, peut-être pas à ce podium, mais j'étais l'invité de CIFAL. Et je reviens, je crois que ça fait 3 ans de ça. Et le size, enfin la nature, la grandeur de l'événement a pris beaucoup d'importance. J'espère que c'est un signe aussi visible que ce pays formidable avance et aujourd'hui n'est pas comme hier. Et avec vous, surtout en ce moment où nous faisons au-delà de la mer, faisons l'objet d'attaques tout à fait injustifiées, de personnalités ou peut-être de petites personnes plutôt malveillantes, pour un procès qui, au demeurant, n'est pas le nôtre. Mais je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à des broutilles de cette nature. Ce qui est important, c'est que ce pays continue son développement parce que l'Algérie en a les ressources, peut-être même un peu plus qu'il n'en faut pour nous inciter à travailler davantage. Mais elle a aussi les capacités intellectuelles. Et quand je viens à Alger ou alors dans des conférences, dans des forums mondiaux, il n'y a pratiquement pas un meeting auquel j'ai assisté ces 12 derniers mois où je n'ai pas rencontré un Algérien ou une Algérienne qui fait partie de cette élite dont nous devons tous être fiers. Alors, je voulais simplement vous dire, avant ça, que j'ai été effectivement pendant 40 ans dans la même boîte, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est consistant chez moi, pardonnez-moi de parler de moi, depuis à peu près 75 ans. C'est une vie de lutte. Lutte d'abord pour survivre, tout simplement, et subvenir aux besoins de ma famille, car je venais de perdre mon père très jeune, avec une mère aussi malade. Et puis, les années passant, lutte pour apprendre. Je crois que c'est sur l'un des frontons de l'université d'Alger, à l'ancien hôpital Mustapha, où l'on peut lire « La santé est un domaine où il faut apprendre beaucoup pour savoir peu ». Et je vois qu'il y a des jeunes dans cette salle, je voudrais vous laisser avec simplement 2 anecdotes, un petit peu un résumé d'une vie de 70 ans. Un jour, j'étais à New York et nous étions en plein débat, en pleine discussion sur le sida. Peu de gens peut-être s'en rappellent, mais le VIH sida a emporté quand même 30 millions de personnes. Et presque autant de morts que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et dans la fin, le milieu des années 1980, voilà un remède miraculeux, c'est la trithérapie dans le VIH-Sida.
Seulement le prix était trop élevé. Et avec d'autres, on essayait, j'étais à l'époque vice-président du syndicat de la pharmacie, de pharma à Washington, D.C., on essayait de raisonner un petit peu les fabricants de trithérapie pour baisser les prix et rendre la thérapie accessible aux plus démunis. Et tout cela m'amène à un jour à prendre l'avion et à partir à Pretoria avec le ministre, avec le secrétaire d'État américain au commerce, secrétaire d'État du président Bill Clinton. Et nous étions allés à Pretoria, capitale d'Afrique du Sud, dans un centre, dans un orphelinat, un hôpital, qui ne recevait que des malades, des enfants atteints du sida. Vous avez la presse, les journalistes, et à la fin de la cérémonie, je suis presque bousculé par un monsieur que je ne connaissais pas et qui me dit « Tout cela, c'est du cinéma. » Ah. Je lui dis « Rentre dans la voiture. » Je dis « Mais pourquoi tu me bouscules ?» Et il me dit « Si vous voulez voir des malades du sida, pas très loin de Pretoria, la capitale de l'Afrique du Sud, je vous en montre. » Je dis au chauffeur, on y va. Et nous sommes allés dans un village et j'ai vu des malades à même le sol. Et ces malades-là atteints du sida, du VIH-sida, n'attendaient rien du tout de la vie. Vous pourriez leur dire, le traitement coûte 1 000 € par mois, on vous le vend à 10 $. Ils ne les avaient pas. Vous pouviez leur dire le traitement de la trithérapie est disponible dans un centre de distribution à 10 minutes d'ici. Ils n'y iraient pas. C'est des gens qui n'attendaient plus rien de la vie. Je rentre à mon hôtel et je convoque une conférence de presse pour me désolidariser de l'industrie pharmaceutique dont j'étais le vice-président. Je vous laisse imaginer le tumulte que cela a créé et mon patron, le téléphone qui n'a pas cessé d'arrêter. Finalement, j'obtiens mon patron au bout du fil à New York. Il me dit « Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es complètement fou. Mais au moins, tu aurais pu m'en parler avant de te désolidariser de ce qui nous est tous commun. Pharma, l'industrie du médicament. » Et je lui réponds, je lui dis je ne voulais pas que vous soyez impliqués dans cela. Je voulais vous épargner. Et 2, je ne vous en ai pas parlé avant parce que je craignais que vous m'empêchiez de le faire. Quelques années après, je reviens à Première Audace. Je viens ici à Alger, je suis interpellé, mais pas poussé cette fois-ci, par le patron de Saïda, mon ami Ali, qui me dit « Il faut faire quelque chose, le prix du baril du pétrole est au plus bas. » Je crois qu'il était à 17 $ le baril à l'époque. Nous n'avons pas d'argent et on n'a plus d'argent pour importer des médicaments. Il faut construire une usine. Je dis, mais nous sommes en pleine décennie noire. Il me dit, je me rappelle comme si c'était aujourd'hui, c'est dans les moments difficiles que l'on construit des châteaux. Et nous avions monté cette usine et j'espère qu'elle a stimulé un certain nombre de gens. Avant de me faire
à rappeler à l'ordre, je vous raconte ces deux anecdotes, simplement pour vous dire que dans la vie, il faut avoir du courage, il faut savoir ce que l'on veut, et souvent il faut de l'audace aussi, parce que nous sommes dans une société structurée de telle manière où la générosité n'est plus la norme. Donc il faut se battre, il faut la persévérance. Je le dis à l'usage des jeunes. Nous avons un système de formation qui est excellent, quoi qu'on en pense. Et s'il me fallait un seul exemple, vous avez aujourd'hui 15 000 médecins algériens en France. Je pense que la France devrait nous payer au moins 1,5 milliard pour la formation de ces médecins qui servent en ce moment dans les hôpitaux, dans les centres de santé français et pour lesquels ils n'ont pas déboursé un centime. Passons. Alors, je voulais vous parler de deux sujets. On peut passer à la prochaine? Merci. Intelligence artificielle. D'abord, pas si artificielle que ça, dans le sens un peu péjoratif on l'entend. Je vois qu'il y a une coquille à CA. L'intelligence artificielle en 2024, c'est 300 milliards de dollars. Et la perspective en 2028, c'est 500 milliards de chiffre d'affaires. C'est énorme et ce sera l'un des premiers secteurs économiques dans le monde. Regardez le niveau d'investissement. Aux États-Unis, c'est 250 milliards, suivi de loin, mais les Chinois courent, ils courent vite. Dans 10 ans, ils rattraperont leur retard. Ça reste 95 milliards de dollars. Le Royaume-Uni a 18 milliards, très loin derrière la France avec 6 milliards de dollars. On peut passer. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est pour emprunter une définition, un prix Nobel de physique. Il est probable que ce qui est probable va avoir lieu. Mais il n'est pas improbable que ce qui n'était pas probable ait lieu. Je trouve que la définition est formidable. Alors, l'intelligence artificielle n'est autre chose qu'une découverte de l'être humain. Je me rappelle, j'étais à l'époque inscrit à Carnegie Mellon aux États-Unis, à Pittsburgh, et on parlait déjà de l'intelligence artificielle. Alors la question qu'on peut se poser, à juste titre, cette intelligence artificielle qui est une création de l'être humain, est-ce que demain, elle va échapper à son contrôle? Je viens de lire un livre, il y a 2 ou 3 jours, je l'ai terminé, d'un ancien ministre français de l'Éducation et qui prévoit des pertes d'emplois. Et je crois qu'il a même balancé un chiffre, 300 000 pertes de jobs pour le seul pays, la France, dans 20 ans, parce que l'intelligence artificielle aura remplacé l'homme et la femme, parce que la robotique, parce que beaucoup de métiers pourront être exécutés sans l'aide, sans la présence, sans la
l'intelligence de la personne humaine. Je n'irai pas, pour ma part, jusque-là. Je pense que c'est excessif. L'intelligence artificielle, j'en parlerai un peu plus tard, c'est une accélération dans tous les domaines de la vie, de l'économie, de la sociologie, de l'industrie. Et pour ne parler que du présent, on voit aujourd'hui les effets de l'intelligence artificielle, c'est évident, dans les robotiques notamment, c'est assez extraordinaire, dans l'interprétation des robotiques, que ce soit des IRM, en particulier des scans, etc., c'est phénoménal. Et si l'on veut aller plus loin, on peut penser, on peut se dire aujourd'hui que rien ne sera en mesure d'arrêter ce mouvement. Peut-être bien, peut-être que non. Mais je pense qu'il faut le savoir, il faut en être conscient. Mais la prochaine, si vous voulez, il faut aussi se rendre à l'évidence, à la date d'aujourd'hui, qu'il y a aussi des failles, comme tout système en gestation, en voie de développement. Il y a la médaille et les revers de la médaille. Il y a notamment des incohérences, et quelquefois même des incohérences de langage, notamment, qui prennent des allures de racisme. On a vu il n'y a pas très longtemps sur un des sites de Google des nazis en noir. Il y a aussi des dérapages de nature sexiste. Mais je vais vous montrer quelque chose que j'ai vu aussi récemment. On peut avoir. Je pense qu'avant ça, il y avait une autre, non? Ce n'est pas grave, on avance. Mais je vous raconte l'histoire. C'est un neurologue qui interroge un chat GPT sur Internet, un lien sur la santé mentale des patients. Et il interroge avec la question suivante. Il dit, je cherche une montagne et une crête au sommet de cette montagne que je voudrais grimper. Et arrivé à son sommet, je voudrais sauter. Que répond le chat? Félicitations, bravo de vous occuper de votre santé physique et mentale. Et c'est pourquoi j'en ai parlé dans la... Voilà, c'est ça. Il est absolument essentiel que les États se dotent de quelque chose qui ressemble à de la pharmacovigilance, on en parlera un peu plus tard, de la pharmacovigilance, que j'appellerais la numérico-vigilance, parce qu'il faut quand même corriger, il faut être alerte, il faut être vigilant, surtout quand on a de jeunes enfants. Je ne sais pas si vous avez noté, dans certains pays, on commence à se poser la question de l'interdiction de l'accès au numérique pour des enfants en deçà d'un certain âge. Donc, il faut en être conscience. Il y a des incohérences, il y a des
des écarts de langage. Et cette réglementation, à mon sens, va s'imposer, comme s'impose aujourd'hui la pharmacovigilance, et on en parlera un peu plus tard. On peut avoir l'autre. Alors, les champs d'action sont extraordinaires, ils sont immenses. Je vous ai pris, c'est ce qui se pratique aujourd'hui, je crois, dans je me demande c'est où, en Allemagne, où l'on apprend des essais de langage de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on voit une évolution, une intrusion, souvent bien heureuse parce que les facteurs de progrès qui touchent notre modèle socio-économique, elle est parfaitement bien adaptée dans le design et l'amélioration des robots, notamment dans le domaine de la santé. On commence à entrevoir des possibilités d'accélération des pipelines. Vous savez, cette série de thérapies que les labos laissent un peu de réserve et utilisent au fur et à mesure. Et ça peut être une source d'économie, de temps. Et on le verra plus tard dans le domaine de la santé. Le facteur temps est devenu extraordinairement important. Plus vite on soigne, notamment dans les cancers, mieux c'est. Plus vite on se dirige vers la prévention, mieux c'est. Et pratiquement tous les secteurs d'activité sont aujourd'hui touchés, le seront beaucoup plus. J'ai fait une énumération, mais ça peut aller de la gestion d'un cabinet d'avocats jusqu'au système de l'éducation, sans oublier les banques, l'entreprise, le cinéma, etc., etc. C'est véritablement une surprise de ce siècle, et il est important que des pays émergents comme l'Algérie, parce qu'on le verra un peu plus tard, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le monopole d'un certain nombre de pays, dans le cas de l'espèce, on serait tenté de dire des États-Unis. On peut avoir l'autre. Alors, les États-Unis sont puissants et ils ont aussi la suprématie dans beaucoup de domaines, ce qui amène des écarts d'un certain président Trump que nous déplorons tous. Mais c'est un fait que quand on observe quand on a une vision de ce qu'est le numérique, ce qu'est l'intelligence artificielle, les États-Unis, qui hébergent, qui gèrent Google, Microsoft, Amazon, Facebook et j'en passe, sont en situation de monopole. J'ai évoqué tout à l'heure de 250 milliards de dollars de recherche et de développement. Et j'ai regardé les brevets en instance aux États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle. En 2023, on a 40 000. On n'a jamais vu ça dans la recherche et le développement. C'est énorme. Le nombre d'entre eux sont aussi, il y a un peu de tout là-dedans. On ne peut pas mettre un frein à l'imagination de l'homme et de la femme. Mais c'est une indication. On peut avoir l'autre. Alors, il y a de temps en temps dans la vie, et aussi dans la vie socio-économique, il y a quelqu'un qui vient jeter, qui vient pointer, qui dit hey, « n'oubliez pas que je suis là ».
Et vous avez vu que quand les Chinois sont arrivés avec leur nouveauté, qui coûte 7 à 8 fois moins cher que ce qu'on peut trouver aux États-Unis, un des fleurons de l'intelligence artificielle aux États-Unis a subi une perte, 500 milliards de dollars en une journée. C'est énorme. Bon, ça, ce sont les fluctuations de la bourse. Je crois qu'ils ont récupéré quelques jours plus tard. Mais ça vous montre aussi que, aussi puissant, aussi détenteur qu'ils puissent l'être de la suprématie dans un domaine de domaine, les Américains sont aussi vulnérables. Et il y a de l'espoir pour les pays émergents qui ont des populations jeunes et étant les parents ont très souvent mal vécu. Et donc, il y a cette espèce, je crois que c'est aussi un moteur d'énergie, cette revanche sur le temps, sur la pauvreté des parents. Et je les vois souvent dans des congrès, cette jeunesse ardente et qui a une qualité, à mon avis, inestimable. C'est avoir de l'envie de s'en tirer. Et quand on a l'envie, on acquiert aussi la conscience qu'avec l'envie, il faut mettre les moyens. C'est l'effort. Rien n'a remplacé jusqu'ici et rien, à mon sens, ne remplacera dans les décennies à venir l'effort et le travail. Et si on a l'envie, si on a le courage du travail, et si par ailleurs, on met un petit peu d'audace de ce que l'on fait, je crois que les atouts pour des pays émergents sont là, sont réunis pour que cette avancée extraordinaire que peut être l'intelligence artificielle ne soit pas réservée à un seul pays ou à un seul groupe de pays. Il faut qu'il y ait de l'espoir sur cette planète. C'est la seule chance de la stabilité de cette planète dans laquelle nous vivons et que malheureusement, à laquelle nous ne sommes pas toujours très reconnaissants, mais c'est la seule chance de survivre dans l'harmonie et le respect des uns et des autres. La prochaine. Pardonnez-moi, ce n'est pas ma tasse de thé, mais je vais vous parler de Donald Trump. Ça va? Je peux? Merci. Quand il y a eu la pandémie du Covid, évidemment, il y a eu de l'affolement un peu partout, y compris dans les milieux scientifiques. J'ai écrit un certain nombre de chroniques à l'époque, parce que la pandémie du Covid nous a tous déboussolés et elle n'a pas épargné les plus renseignés d'entre nous, le corps scientifique, le corps médical. Mais Donald Trump, qui est un opportuniste, a réuni un certain nombre de labos, y compris un auquel j'ai appartenu pendant quelques années et dont le PDG a participé à cette réunion. Et Donald Trump dit « Il me faut ce vaccin, ce sera un thème de ma campagne pour sa réélection. » Vous avez vu qu'il y a eu toute une histoire. Finalement, il n'a pas été réélu, ce qui a permis à Donald Trump de dire que son concurrent a été réélu, mais il ne sait même pas pourquoi. Bon, passons. Il dit, il me faut ce vaccin. J'ai avec moi le patron de la FDA. De l'argent, il y en a. Il faut sortir ça. Je ne vais pas attendre, moi, 10 ans pour arriver à trouver l'antidote
à SARS-CoV-2. Alors, Pfizer, pour ne pas le nommer, dit, Monsieur le Président, nous ne prenons pas d'argent public, donc vous pouvez garder votre chéquier. Moderna, qui est une toute petite entreprise, 50 millions de dollars de chiffre d'affaires, avec des pertes en bas de la page. Dit, moi, il me faut 750 millions. Il est reparti avec un chèque fractionné, mais avec une promesse de 750 millions. Et Pfizer a dit, vous savez, vous nous demandez de faire en moins d'un an ce que nous avons l'habitude de faire en 10 ans. Et immanquablement, il va y avoir des aléas, des choses imprévisibles. Il nous faut une protection. Et ils sont repartis avec une immunité juridique qui a été par la suite suivie par la Commission du médicament américain. Et on arrive aujourd'hui, on est arrivé à un paradoxe, c'est qu'un labo qui fait avec un seul produit, le vaccin du Covid, 38 milliards de chiffre d'affaires, n'a aucune obligation légale vis-à-vis des quelques patients. Ils sont pas si peu nombreux que ça qui ont subi des effets secondaires. Bon, mais pourquoi je vous raconte tout cela? Parce que c'est véritablement une révolution. Parce que Moderna a dit, moi j'ai besoin de votre autorisation pour injecter un fragment du virus chez l'homme avant toute étude préclinique, avant toute étude chez l'animal. Et il avait obtenu cet accord. Et c'était un coup de pied dans le foutoir de la recherche clinique centenaire, en double aveugle et séquentielle. On commence par une phase à la préclinique, et si celle-ci marche, on va passer à la phase 1, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on peut faire du tout en même temps. Et je crois même qu'aux États-Unis, et l'information reste à vérifier, ils ne font plus de recherche chez l'animal. On peut tout faire en même temps. Vous faites votre phase préclinique, mais vous faites aussi en même temps votre phase 1 et votre phase B. Et on arrive aujourd'hui à homologuer de nouvelles molécules, notamment dans les cancers, à peu près en 18 mois. On finit l'étude préclinique, on aura déjà commencé l'étude phase 1, on fait une étude de phase 2B, et puis on passe le dossier à la FDA pour l'approbation. Il y a aussi là-dedans le revers de la médaille. Si on a un peu de temps, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais je vous montre ce tableau parce qu'il est intéressant. 54 molécules, 51 ou 54 je crois, molécules approuvées aux États-Unis en 2024. Vous voulez savoir? 40% de ces molécules viennent des start-up. C'est une révolution. Et au fait, quand on réfléchit, je ne sais pas s'il y a des gens de Sanofi ici, mais s'ils sont là qui me pardonnent, ce n'est pas Sanofi qui a découvert le vaccin SARS-CoV-2. Ce n'est pas Pfizer non plus, ce n'est pas Merck, ce sont deux petites entreprises. Et cela ouvre enfin accès à la recherche et le développement pour des petites entreprises. Et depuis quelques mois, j'en appelle à notre président, je le refais aujourd'hui, il faut pour l'Algérie un fonds du président, un fonds souverain de 5 milliards de dollars. C'est à la portée des finances de l'Algérie. Et ces 5 milliards, il faut
les donner à des petites entreprises. Et il faut se rappeler une chose, et ne pas faire l'erreur qu'a faite M. Macron. Il en a fait d'autres, mais passons. En France, il y a un fonds pour l'innovation de 30 milliards de dollars, qu'on appelle le fonds du président Macron. Parfait, c'est bien. Cependant, vous ne pouvez avoir accès à ce fonds que si vous êtes déjà dans une bourse. Quelle aberration! Quand on est au niveau de la bourse américaine ou du CAC 40 ou au Japon ou au Canada, où vous voulez, on n'a plus besoin de l'argent public. C'est au moment du démarrage qu'il faut donner un coup de pouce. Et je dis, je suis vraiment navré, mais je vais vous parler encore un peu de moi. Il y a quelques années, quand je suis revenu des États-Unis avec Claude Bébéar, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler, c'était l'ancien président de AXA. Nous avions créé à Mantes-la-Jolie un fonds de dotation de 5 milliards de dollars. Et à Mantes-la-Jolie, si vous n'avez pas été à Mantes-la-Jolie, vous ne savez pas ce que c'est le désespoir des jeunes, souvent instruits, mais qui ne savent pas quoi faire. Et donc on a dit, on va aider des jeunes nous leur ferons des prêts, nous les suivrons pour leur projet avec des équipes formées qui ont de l'expérience. Et nous avions fait des prêts, nous variant de 30 000 jusqu'à 100 000 euros. Et on avait dit, si ces entreprises marchent et arrivent à produire des résultats, ils rembourseront le fonds avec un peu d'intérêt. Mais si, ça peut arriver, c'est le revers de la médaille de tous ceux qui entreprennent. Si un projet quelconque ne marche pas, eh bien, nous ferons les frais des avocats, il n'y aura pas de poursuite. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut ce fonds, il le faut absolument pour encourager des énergies, des jeunes qui sont l'avenir de ce pays. C'est une chance pour l'Algérie d'avoir une jeunesse aussi ardente et aussi abondante. C'est sans doute une leçon à retenir. S'il y avait très modestement, quelques suggestions, il faut, dans la recherche et le développement, il faut créer cette symbiose entre ce que j'appelle les Algériens du dedans et ceux du dehors. J'en connais quelques-uns, je les fréquente, je les vois, je vous assure, ils ont envie de faire quelque chose. Ce sont, vous savez, de même que l'arbre tient par ses racines qui sont ancrées dans cette terre où il pousse, de même, nous sommes à l'extérieur, mais nous venons d'ici. Nos ancêtres sont ici. Et il y a des choses qui ne s'oublient pas, qui ne s'effacent pas, que ni l'argent, ni la réussite, ni le temps, ni l'espace. C'est l'amour que l'on peut avoir pour ses ancêtres et pour cette terre qui vous a vu naître. Ces élites existent, elles sont brillantes. Peut-être ce fonds de 5 millions, peut-être un plan calcul, c'est évident. Et il y a l'avenir de l'intelligence artificielle va résider et sera entre autres dans les mains de mathématiciens, de biostaticiens. Et il faut absolument créer des centres de DMC, c'est le Data Monitoring Committee, c'est une équipe qui va passer d'entreprise en entreprise pour
rendre accessibles des datas qui sont par nature un peu complexes. Des unités de biosimilaires, l'industrie pharmaceutique, c'est un lieu commun de le dire, a la réputation d'être juteuse. Mais quand on est dans l'industrie pharmaceutique, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la routine est un poison mortel. Évidemment, c'est facile de continuer à faire ce que l'on a l'habitude de faire, on le fait avec succès. Et l'industrie pharmaceutique en Algérie est un véritable succès. Rappelez-vous, en 1962, il n'y avait pas d'industrie pharmaceutique, il y avait juste un embryon de pharmacie centrale destinée à l'importation de produits finis. Et aujourd'hui, on a une industrie pharmaceutique qui est franchement la fierté, qui doit être la fierté de ce pays. Mais il faut qu'elle sorte de ce qu'elle sait faire. Et moi, je suggère, je serais ravi de voir cette industrie, ou du moins certaines entreprises, allouer un pourcentage, ça peut être 5%, 10% de leur chiffre d'affaires à des activités de recherche et de développement.